Masechet Shabbat Daf Chaf. Nous commençons la page précédente, 7 lignes avant la fin, à la Mishnah Matnitin. Donc nous allons commencer la dernière Mishnah du Perek. En solim basar, batzal ou betza. Nous n'avons pas le droit de faire griller de la viande, ou batzal, de l'oignon, ou betza, ou un œuf. Et là, c'est-à-dire on n'a pas le droit de laisser de la viande à griller pendant Shabbat, lorsqu'on l'a mise sur le feu avant Shabbat, puisque comme nous l'avons vu dans les dapim précédents, nous avons vu dans la Fiutret, qu'il y avait une zera shema yichate, que peut-être on va être amené à remuer les braises pour activer la cuisson. Donc c'est pour cela que les Chachamim nous ont interdit de laisser de la viande sur les braises dans le four avant Shabbat. Bien qu'avant Shabbat, donc il n'y a pas encore d'interdiction de cuire, et la cuisson va se faire d'elle-même pendant Shabbat, c'est interdit de peur qu'on va être amené à transgresser Shabbat en remuant les braises. Mais il y a une condition, il y a un cas où on peut le faire, et là, si la viande va griller avant Shabbat, le mibodium lorsqu'il fait encore jour, combien griller, nous verrons dans la Gemara, c'est ce qu'on appelle machal ben drousae, c'est-à-dire un tiers de la cuisson. Puisque à partir de un tiers de la cuisson, l'aliment est déjà mangeable, donc on ne craint pas qu'on va activer la cuisson, puisque de toutes les manières, il a déjà été cuit un tiers de sa cuisson. Nous reverrons ceci dans la Gemara. En notnim pat le tanour, on n'a pas le droit de mettre du pain dans un four, imchashera, c'est-à-dire avec la tombée de la nuit, juste avant Shabbat, velo charara, ni une galette qui se fait cuire normalement sur les braises, on n'a pas le droit de la mettre al gabe gechalim sur les braises, avant Shabbat pour qu'elle cuise pendant Shabbat, pour la même raison, de peur qu'on va ensuite activer le four, et la kedé chez ikremu panem bodium. Sauf si il va y avoir une croûte qui va se former sur la face du pain mibéodium avant Shabbat. Nous allons donc par la suite expliquer dans la Gemara quelle est cette croûte. Ici Rabbi Eliezer Omer, Rabbi Eliezer nous dit qu'il est shikrom à tarton shela. C'est-à-dire il faut que la croûte inférieure, dire que le pain va durcir du côté, donc en bas, tarton, en bas, du côté inférieur. C'est-à-dire que Tanakama pense que c'est en haut. La Gemara expliquera par la suite que signifie en haut et en bas, puisque, comme la Gemara et Rachid explique, à l'époque, comme on peut encore trouver de tels fours à Meacharim ou bien à Bukharim, où il y a des fours à pitot, où on va coller la pita, le pain, sur les parois, mais sur le plafond du four. C'est-à-dire les braises sont sur le sol, et on va coller le pain sur le plafond du four. Donc le pain, en vérité, est à l'envers dans le four. Donc ce qui est tarton peut être expliqué de deux manières. Ou bien le tarton, c'est-à-dire qui est en vérité le haut du pain, mais qui est en position inversée, donc vers les braises, ou bien le tarton, c'est la partie qui est collée sur le four. C'est ce que l'agma expliquera. De toute manière, là nous avons une marloquette. Quelle est la partie qui doit donc durcir, ou doit y avoir une croûte? Est-ce que c'est la partie Elion ou tarton? C'est la marloquette entre Tanakama et Rabbi Eliezer. Une autre halakha, meshal shelim et pesar betanour. On a le droit de faire donc descendre le korban Pessar. Le korban Pessar était grillé, l'agneau de Pessar était grillé entièrement. Donc il n'était pas coupé, il était grillé sur le feu. On a le droit de le mettre juste avant Shabbat. Si par exemple Pessar tombe un vendredi soir, on a le droit de mettre le korban Pessar sur le feu avant Shabbat, avec donc l'intention de le laisser cuire pendant Shabbat. Nous avons le droit, nous verrons par la suite. La Gemara explique, étant donné que le korban Pessar se fait avec une chaboura, on n'est jamais seul, il y a tout un groupe. Donc lorsqu'il y a un groupe, le groupe est toujours zrizim. Si l'un d'entre eux va remuer les braises, il y en a toujours un autre qui va lui dire c'est interdit, c'est Shabbat. Il y avait une pièce dans le Bet Amikdash qui s'appelait Bet Amoked. Là-bas il y avait un grand feu, un brisier, pour que les Kohanim, qui marchaient nu-pieds dans le Bet Amikdash, pouvaient de temps en temps se réchauffer. Rachid nous rapporte la raison pourquoi les Kohanim marchaient nu-pieds dans le Bet Amikdash, étant donné que la Ritzpa, le sol du Bet Amikdash, était Kadosh, et que nous avons aussi les Klisharet, nous savons que les ustensiles du Bet Amikdash sont Kedoshim, sont saints, et de la même manière que lorsqu'on attrape un Klisharet, un récipient dans le Bet Amikdash, il faut l'attraper directement, il ne peut pas y avoir de Chatzitza, dire
On ne peut pas prendre un clé charrette avec des gants, il faut le prendre directement avec la main, même si on a un bandage sur la main, on ne pourra pas faire la avoda. Donc de même, les pieds doivent être aussi directement sur le sol. Donc les Kohanim marchaient nu-pieds dans le Beth Amikdash. Donc il faisait froid, ils devaient de temps en temps se réchauffer, ils montaient dans la pièce qui est appelée Beth Hamoked. Il y avait aussi une tevila, un mikvé, donc les Kohanim aussi allaient se réchauffer après s'être trempés au mikvé. Et donc on laissait un feu pendant Shabbat qui était allumé avant Shabbat. Normalement un tel feu, si on n'était pas dans le Beth Amikdash, c'est interdit comme nous verrons dans la Gemara, il y a une condition, il faut que le feu ait pris, c'est-à-dire que les bois aient pris en majorité, ensuite le feu soit suffisamment important qu'on ne vienne pas le remuer. Dans le Beth Amikdash, cette condition n'est pas obligatoire, on peut donc commencer à allumer le feu dans le Beth Hamoked et le laisser pendant Shabbat, puisque les Kohanim sont là-bas et les Chachamim n'ont pas fait de takanot pour les Kohanim aussi sont zrizim. La Gemara expliquera par la suite la raison que Kohanim zrizim. Donc il y a toujours des Kohanim qui sont présents, qui font attention. Si l'un d'entre eux viendrait même à remuer les braises, un autre Kohen lui dira c'est interdit. Pour le Grand Bessa, c'est des Bethilel, ça, parce que ça se fait pendant Shabbat. Par rapport au Fichel, c'est le qui dit Par contre, par rapport au Shvoud, nous avions vu par rapport au Shvoud, par exemple. D'après Beth Shammai, la Gemara avait expliqué d'Afiutret à Moudbet, du Shvoud que Rachel avait expliqué, mais Shalchim est appelé ça, voir à la deuxième ligne de d'Afiutret à Moudbet. La Gemara avait expliqué d'après Beth Shammai Shvoud que Rachid nous rapporte juste à côté aussi à la deuxième des petites lignes. Rachid nous dit Kilitnan, comme c'est marqué, Mishalchim est appelé ça, velo pligé Beth Shammai, dit Rachid. Vous avez Rachid à la troisième et la quatrième ligne. Donc Beth Shammai n'est pas en marloquette avec cette Mishnah. Beth Shammai est aussi d'accord. Le problème qui peut se poser d'après Beth Shammai, c'est par rapport à Shvitat Kelim, le shvoud, la broche pour laquelle on va accrocher le Korban Pessah. La Gemara avait répondu qu'il va être mafkir, cette broche, elle ne lui appartient plus, et donc il n'y a pas de Shvitat Kelim. Et donc Rachid nous dit que Beth Shammai n'est pas en marloquette. Nous commençons d'Afraf où l'Agma nous dit Ubikvulim Kedesh Tachazer Berubo. Si on veut allumer un feu, non pas dans le Beth Amikdash, à l'extérieur du Beth Amikdash, dans les Gvulim, c'est-à-dire tout ce qui est en dehors du Beth Amikdash, il y a une condition Kedesh Tachazer Berubo, que le feu est pris dans sa majorité. L'Agma expliquera aussi par la suite que signifie dans sa majorité. Rabbi de Omer, Bepramim Kolcho. Rabbi Unan nous dit Bepramim, si c'est une médora de charbon, même si on a juste allumé le charbon, c'est suffisant, puisque le charbon a l'habitude de bien brûler, on ne viendra pas à remuer les braises. Donc quasiment toute cette Mishnah, c'était pour nous expliquer que normalement il y a une interdiction de mettre de la viande, du pain sur le feu avant Shabbat, de peur qu'on va remuer les braises pendant Shabbat, ce qui est une interdiction mavir. Il va mourir, il va être aussi mévachel pendant Shabbat, et c'est pour cela que les Chachamim m'ont interdit, sous certaines conditions, lorsqu'on est sûr qu'on ne va pas remuer, dans ce cas-là c'est permis. N'oublions pas ce que nous avons vu ici d'Afiutret, que si nous avons un four qui est donc complètement fermé, comme la Gemara le rapportera par la suite, et que nous avons une viande, que si on découvre l'ouverture du four pour remuer, donc le vent va refroidir, va durcir la viande, nous avons aussi le droit de laisser cette viande, puisqu'on est sûr qu'on ne va pas venir remuer les braises. Donc la Gemara va nous expliquer tout d'abord ce que nous avons vu dans la Mishnah. On a le droit de laisser de la viande à griller pendant Shabbat, à condition que cette viande est déjà grillée avant Shabbat. Vekama combien? Bien évidemment, on ne va pas dire que la viande est entièrement grillée, sinon il n'y a pas de raison de la laisser sur le feu. Amar Ablazar, Amarav, Ablazar nous dit au nom de Rav, que la viande ait le temps de cuire avant Shabbat, comme le Mahal ben Droussaï, c'est-à-dire comme Ben Droussaï, qui était un brigand, nous dit Rashi, qui avait l'habitude de faire cuire ses aliments, un tiers de leur cuisson et de les manger. Donc à partir de ce moment-là, l'aliment est considéré comme Raoul Achila, on peut le manger et on ne viendra pas à être choté bikralim, c'est-à-dire à remuer les braises. Certainement que ce Ben Droussaï, qui était un brigand, devait avoir un mérite particulier pour pouvoir être mentionné ainsi dans la Gemara et dans la Halakha. On reprend une notion bien connue dans Shabbat, qui est Machal Ben Droussaï. Donc certainement, il y a une raison particulière. Itmar Nameh, la Gemara nous dit aussi, nous avons concernant le din de Bishul Akoum, c'est-à-dire nous n'avons pas le droit de manger un aliment qui a été cuit par un non-juif.
Si un juif a fait cuire un aliment jusqu'au tiers de sa cuisson, et qu'ensuite le non-juif a terminé la cuisson, il n'y a pas d'interdiction, étant donné que l'aliment est déjà considéré comme cuit. C'est ce que nous dit Amar Avasi Amar Rabbi Yochanan, Kol Shu Ki Machal Ben Drusaï, tout aliment qui est déjà comme Machal Ben Drusaï, donc un tiers de sa cuisson, En Bo Mishum Bishulei Nochim. Si donc le premier tiers a été cuit par un non-juif, si le premier tiers a été cuit par un juif, il n'y a pas d'interdiction de Bishulei Nochim, de la cuisson d'un non-juif, si le non-juif a terminé les deux autres tiers. Tania, nous avons une braïta qui nous dit Hanania Omer Kol Shu Ki Machal Ben Drusaï, tout aliment qui a déjà été cuit un tiers de sa cuisson, comme cet aliment de Menusai Mutar, la Shoto Al Gabe Kira, on peut le laisser Al Gabe Kira sur le feu, c'est-à-dire dans le four, dans le fourneau, pendant Shabbat, va falpishen Grufa ou Ktuma, même si la Kira n'est ni Grufa ni Ktuma, bien sûr, c'est tout un Perek qui est le troisième Perek Kira. Nous n'allons pas rentrer dans tous les détails, mais normalement, pour pouvoir laisser un aliment sur le feu Shabbat, une kira, pour ne pas qu'il y ait aussi surcharge, on va peut-être mélanger et remuer les braises, il faut ou bien qu'elle soit groufa, c'est-à-dire groufa c'est comme une pelle, qu'on ait pris les braises et qu'on les ait mises de côté à l'aide d'une pelle, ou bien ktouma, qu'on ait jeté de la cendre c'est-à-dire sur les braises de ce four pour atténuer la chaleur. À ce moment-là, il n'y a pas de crainte de Shema Yechate. Mais donc, le chidouche que nous dit Hanania, étant donné que cet aliment a été déjà cuit un tiers de sa cuisson, donc là, je peux le laisser sur une kira, même si elle n'est ni groufa ni ktouma, puisque c'est vrai que du four lui-même, je pourrais venir, les braises sont encore chaudes, et je vais peut-être les raviver, les remuer pour activer la cuisson, mais étant donné que l'aliment a déjà été cuit un tiers de sa cuisson, il n'y a pas de recharge de crainte et j'ai donc le droit. Nous reprendrons ce dîne de Kira Bezrat Hashem dans le troisième Pérec, puisque c'est l'essentiel donc de tout ce Pérec. La Gemara reprend une notni metapak. Nous avons vu dans la Mishnah qu'on ne peut coller le pain dans le four et le laisser pendant Shabbat, que lorsqu'il va, donc, chez Yakrim, il va y avoir une croûte, panéa de la face du pain, avant Shabbat. Rabbi Lezer nous dit à tarton, c'est-à-dire le côté inférieur du pain. Ibaïléou demande l'agma tarton leach. D'après Rabbi Lezer, lorsque c'est marqué tarton en dessous, c'est quoi le côté inférieur? Est-ce que c'est des gabetano par rapport au four, c'est-à-dire puisque le pain est collé sur le four, à l'envers, dire sur le tikra, le plafond du four. Est-ce que, lorsqu'on dit tarton, c'est-à-dire le côté qui est collé au four, odilma tarton et de gabéa or, c'est par rapport au côté qui est sur le feu, puisque c'est vrai qu'il est collé à l'envers le pain, mais la partie inférieure, c'est peut-être la partie qui est en face, qui est juste au-dessus des braises. Tashma, l'agma va nous rapporter une preuve, Rabbi Lezer Omer, c'est marqué que des shikremu panea medubakim betano. Donc Rabbi Lezer dit bien, condition que la face qui est collée au four, c'est-à-dire celle qui est côté inférieur du pain, mais qui est en vérité supérieure, puisque le pain est collé sur le plafond du four, c'est cette partie qui doit donc être déjà sous forme de croûte avant Shabbat pour pouvoir laisser le pain. Rachid nous dit aussi que Rabbi Lezer est un peu plus mahmir, c'est une khumra, puisque le côté qui est vers les braises va évidemment durcir plus vite que le côté qui est collé au four. L'agma continue, Mishal Shim et Pessah, nous avons vu qu'on a le droit de laisser le Korban Pessah. Maïtama, pour quelle raison Mishum dem Nechabura Zrizin, étant donné que le Korban Pessah se mange en groupe, et le Nechabura Zrizin ils sont empressés pour les mitzvot, ils vont faire attention, si l'un d'entre eux va remuer, son ami sera là pour lui dire, pour l'en empêcher. Halavachi, nous dit l'Agmara, mais ça voudrait dire que s'il n'y avait pas cette raison de Zrizin, on n'aurait pas eu le droit de laisser le Korban Pessah. Pourtant, l'Agma demande va à Marmar. Pourtant, tu as dit, nous avons appris d'Af Yutret que Gadia, lorsque c'est un Gedi, un agneau, ben sharik, ben lo sharik, c'est-à-dire qu'il soit sharik, c'est-à-dire que le four soit
l'ouverture du four soit fermée, nous l'avons vu avec de la boue ou une pâte, comme certains avaient l'habitude de mettre une pâte de pain tout autour pour fermer le four, nous avons vu que c'est permis. Pour quelle raison c'est permis, même si le four n'est pas entièrement fermé et scellé, puisque lorsqu'il va l'ouvrir, si l'air rentre, l'air va refroidir la viande et la viande va durcir. Donc on ne craint pas Shema Yechate. Donc comment se fait-il que pour le Korban Pessah, on a eu besoin d'arriver à la raison que Bnei Chabura Zrizinen? La Gemara va répondre, c'est différent à Tam Mintach, Achal Lo Mintach. Dans le cas de Gadia, nous avons dit que nous avons effectivement le droit de le laisser dans le four, puisque Mintach, il est coupé en morceaux. Puisqu'il est coupé en morceaux, si j'ouvre l'ouverture du four pour remuer les braises, là effectivement il va y avoir un air froid qui va rentrer et qui va faire durcir la viande. Hacham est dans le cas du Korban Pessah, lo Mintach, il n'est pas coupé en morceaux, il est cuit entièrement, l'agneau tout entier. Et donc dans ce cas-là, même si je viens ouvrir pour remuer les braises, la viande ne va pas durcir. Donc il y a cette crainte, peut-être que je vais remuer les braises pour activer la cuisson. Et donc la Mishnah, la Gemara nous explique, étant donné que Bnei Chabura Zrizinen, le Korban Pessah est mangé en groupe, donc là il n'y a pas de crainte de Shema Yechate. La Gemara continue, Marzim et Tao, nous avons vu que dans la pièce, dans le Bet Hamikdash, Mdurat Bet Hamoked, on pouvait laisser ce brésil, on pouvait l'allumer et le laisser pendant Shabbat. Minan Emile, d'où est-ce qu'on sait? Amar Ravuna, Ravuna nous dit, le Tevarouch Bechol Moshvotechem, on apprend du passouk, vous n'allumerez pas de feu, Bechol Moshvotechem, dans toutes vos habitations. C'est-à-dire, on apprend de là, Bechol Moshvotechem et Atamavir, dans vos habitations, vous n'allumerez pas. Aval Atamavir, Mdurat Bet Hamoked, mais dans le Bet Hamikdash, ce n'est pas Moshvotechem, c'est la maison d'Akadosh Baruch Hu. Dans ce cas-là, la Torah n'a pas interdit d'allumer le feu. La Gemara dit, c'est ainsi, mais c'est ainsi. Qu'est-ce que la Mishnah nous dit? J'ai le droit d'allumer ce feu avant Shabbat, de le laisser pendant Shabbat. Si la Torah ne m'interdit pas d'allumer le feu au Bet Hamikdash, même pendant Shabbat, je peux allumer. La Gemara nous dit, la Amara Frizda, il faut expliquer qu'en vérité, la Torah interdit d'allumer du feu même dans le Bet Hamikdash. Seulement ce pasouk vient nous permettre de brûler les korbanot, les varim ou bdarim, les morceaux de chair, de graisse, du korban tamid par exemple, on a le droit de le brûler sur le misbéach pendant Shabbat, bien que normalement, il y a une interdiction de bichoul. Donc ce passouk vient dire qu'il y a tel imishre, varim ou bdarim ou deate. Ce que le passouk nous permet de brûler dans le Bet Hamikdash, ce sont les morceaux des korbanot. Ça fait partie de la avoda du Bet Hamikdash, dans laquelle nous avons le droit de transgresser Shabbat. De la même manière qu'on a le droit d'égorger une bête pendant Shabbat, ou d'allumer la menorah, ou de brûler les encens pendant Shabbat, nous avons le droit aussi de brûler les morceaux des korbanot. Mais simplement d'allumer un feu dans le Bet Hamikdash, même pour que les Kohanim puissent se réchauffer, ça c'est interdit pendant Shabbat. Nous avons malgré tout le droit de l'allumer avant Shabbat, bien que peut-être les Kohanim vont remuer pendant Shabbat. Sur ça, la Gemara nous dit, Kohanim zrizim hen, étant donné que les Kohanim sont zrizim. Donc personne ne va venir à remuer les braises de cette Medoura. Même si quelqu'un vient remuer, un autre Kohen l'en empêchera. La Gemara continue au Bigvoulin, mais si nous sommes en dehors du Bet Hamikdash et qu'on veut laisser un feu dans la cheminée pendant Shabbat, nous avons le droit c'est-à-dire à condition que le feu est pris, c'est-à-dire les bûches et brûlées berubo en majorité. Que signifie maïrouban? Amar Rav nous dit Rav kol echad vechad. Si j'ai 5 bûches dans la cheminée, mais il faut qu'il y ait la majorité de chaque bûche qui est pris qui soit enflammé. Veshmuel Amar, alors que Shmuel nous dit qu'il est chez le yomu aveetzim venaniach tartem. En général, avant d'allumer un feu, on amène des brindilles, on les met sous les bûches pour que le feu prenne, que le feu démarre. Donc Shmuel nous dit à partir de quand on peut laisser un tel feu pendant Shabbat? C'est dans le cas où on n'a plus besoin de brindilles, donc on est sûr que le feu va bien brûler. Dans ce cas-là, il n'y a pas de crainte chez Maïchate. Mais si on peut encore, parfois, pour un tel feu, demander des brindilles pour rallumer, réactiver, dans ce cas-là, c'est interdit de le laisser, de peur qu'on le fasse pendant Shabbat. Taner Rafriya, les de Shmuel, Agma nous rapporte une braïta de Rafriya, une preuve à ce que nous a dit Shmuel. C'est marqué que Rachid nous explique, concernant l'obligation d'allumer la menorah, l'autra et Tanerot, la Gemara nous
On nous dit donc cette braïta de Rabbi Chia, Kedesh Teshalevet Olem Elea. Le Kohen doit allumer, le Kohen qui va allumer la menorah, à condition que la flamme va brûler d'elle-même. C'est-à-dire, Velosh Teshalevet Ola Lede Devacher. Non pas que la flamme va monter, s'élever à l'aide de quelque chose d'autre. Il faut que le Kohen ait allumé suffisamment la mèche, que la mèche, le feu, puis la flamme puisse monter d'elle-même. Donc de même, nous dit la Gemara, c'est donc l'explication d'après Rashi, que signifie Hadlaka, que ceci est en train de brûler, c'est lorsque le feu prend de lui-même. Donc d'après Shmuel, on comprend ce que nous a dit Shmuel, j'ai le droit de laisser un tel feu lorsque le feu brûle de lui-même, au point que je n'ai pas besoin d'amener des brindilles et de les mettre sous ces bûches. La Gemara continue et dit, Et sichidi, quel va être le din lorsque je veux laisser une seule bûche brûlée pendant Shabbat? Rav Amarov Ovio. Rav nous dit, il faut la majorité de l'épaisseur de la bûche qui brûle avant Shabbat. V'amrela, d'après une autre version, Berov et Kefo. Il faut la majorité du contour de la bûche, même si le feu n'a pas pénétré dans l'intérieur de la bûche, mais même s'il n'a que contourné, c'est suffisant. Amar Rav Papa nous dit Hilkar, c'est pour cela donc, puisque nous avons deux versions, Bainan Rov Ovio, Bainan Rov et Kefo, il faut les deux. Que le feu est pris sur la majorité du contour de la bûche, mais aussi sur la majorité de l'intérieur de la bûche. Ketanae, l'Agma nous rapporte ceci comme une marloquette Tanaïm, Rapria Omer, Kede Sheishachet Haetz Mlechet Hauman, Rapria nous dit, à partir de quand je peux laisser un feu que j'ai allumé avant Shabbat, je peux le laisser pendant Shabbat, Kede Sheishachet Haetz Mlechet Hauman, c'est-à-dire que ce morceau de bois ne soit plus utilisable pour un artisan, pour la melechet ouman. C'est-à-dire, nous dit Rashi, Shishachet, ça signifie rov ovio. C'est-à-dire que le feu est pris même la majorité de l'intérieur, de l'épaisseur de la bûche. Et nous avons une autre déa, Rabbi Yehuda ben Betera, Omek, Deshtachez Aish Mishnet Tzadim, condition que le feu est pris des deux côtés, donc du côté extérieur. Donc nous retrouvons cette marloquette entre Rabbi et Rabbi Yehuda ben Betera, les deux versions que la Gemara nous avait rapporté au nom de Rav, est-ce que c'est Rov Ovio ou Berov et Kefo. Et la Gemara continue dans cette braïta, va falloir pishin raï et davar, même si nous n'avons pas une véritable preuve, mais zecher et davar, nous avons un petit souvenir, un petit remez. C'est marqué dans le pasuk Ketshne Ketzota Vachla Haesh, les deux extrémités. Le feu a brûlé, Vetocho et son intérieur, l'intérieur Nachar. Nachar nous dit Rachid, il n'a plus d'humidité, il est sec. Aitzlach la melacha, est-ce que je pourrais l'utiliser pour tout melacha, pour tout travail? C'est-à-dire, nous explique Rachid, lorsque le feu a pris, donc, bishne ketsotar, c'est-à-dire des deux extrémités, c'est une preuve que le feu a pris donc à l'intérieur, suffisamment qu'il n'y a plus d'humidité à l'intérieur de la bûche, et que ceci soit considéré comme un feu qui a pris et qui va continuer à brûler. Mais que le Mfarshim nous explique, là on devra dire qu'Aitzlach, la melacha n'est pas exactement comme ce qu'a dit Rapria, que des shishachet haetz melachat oman, puisque là nous apportons une preuve, comme Rabbi Yehuda ben Betera, que signifie donc que le feu est pris, non pas que l'intérieur de la bûche est brûlé, mais l'extérieur. Donc Aitzlach, la melacha, c'est ce qu'on pourra l'utiliser pour travailler, encore pour n'importe quel travail, mais ce n'est pas ce que nous a dit Rapria, qu'on ne peut plus l'utiliser, un artisan ne pourra plus rien faire de cette bûche. L'Agma continue, puisque nous avons rapporté un passouk, c'est marqué Ve'a'ach lefanav mevo'aret. C'est-à-dire Ve'a'ach devant lui mevo'aret. Rachid dit, c'est un passouk qui est rapporté au sujet de Yehoyakim qui avait brûlé la Megillah. Donc c'est marqué Ve'a'ach lefanav mevaret. Et le ach lefanav devant lui mevaret brûlé. Que signifie ma'ach? Amarav achavana. Havana, c'est-à-dire c'était un bois de sol qui brûlait devant lui. Vishmuel amar etzim shenidleku b'achavana. Ou Rashi a l'air de lire be'achwa, be'achva. C'est-à-dire ce sont des bois qui ont brûlé be'achva ensemble. C'est-à-dire l'un a allumé l'autre. La Gemara nous dit Aoud et Amar Lehu, l'un a dit à un homme qui avait dit Man bay Achavana, qui veut Achavana, que signifie Achavana? La Gemara dit Shtakar, en fin de compte, on a vu que Aravata, il vendait de la rava du bois de sol, du sol pleureur. Amar Ravuna, Ravuna nous dit
kanim en tzrichim rov. Si j'ai un brasier du feu, donc je vais faire une medoura de kanim de roseau, en tzrichim rov, je n'ai pas besoin que le feu ait pris dans la majorité. Puisque de toutes les manières, avec le roseau, le feu va, on va dire une branche va allumer l'autre, et pendant Shabbat, il n'y a pas à craindre que je vais remuer les braises. Agdan. Mais dans le cas où j'ai attaché tous ces roseaux, si je veux laisser ce feu pendant Shabbat, Srichin Rov, il faut que avant Shabbat, le feu est pris dans sa majorité. Pourquoi? Puisqu'étant donné qu'ils sont fermés, ils sont en groupe, donc le feu ne peut pas passer entre les roseaux, c'est plus difficile à brûler, c'est pour cela qu'il faut que il y ait la majorité des kanim, des roseaux qui est brûlé avant Shabbat. Garinim, lorsqu'un homme veut faire du feu à base de garinim, c'est-à-dire de noyaux de dattes, en trichim rov, on n'a pas besoin de rov, c'est-à-dire ces noyaux de dattes vont bien brûler, même si le feu n'a pas pris dans la majorité de ces garinim, je peux laisser le feu pendant Shabbat. Natnan bechotalot, mais lorsqu'on a mis ces noyaux, ces mains de dattes dans un panier, mais qu'ils sont tous ensemble et que là le feu a plus de difficulté à pénétrer, tzrichim rov, il faut qu'il y ait la majorité qui est brûlée avant Shabbat. Rafriza pose la question et demande à Rabba, Iframistabra, la logique c'est le contraire, que kanim, des roseaux, mevadran. Et non est que mevadran, c'est-à-dire qu'ils vont dans tous les sens. Et puisqu'ils vont dans tous les sens, donc dans ce cas-là, je dois allumer qu'il y ait le rov, il faut qu'il y ait la majorité des kanim, puisque sinon, étant donné qu'il y en a un qui va dans un sens et l'autre dans l'autre, peut-être qu'ils ne vont pas s'allumer l'un de l'autre. Alors que Agdan, lorsqu'ils sont tous réunis, ils ont été attachés ensemble. Là, l'homme et Vadram, ils ne vont pas dans tous les sens. Là, même si tu as allumé un petit peu, ils vont s'allumer l'un de l'autre. Ou bien le contraire de même Garinim, les noyaux, mais Vadran, lorsqu'ils sont donc éparpillés, s'il y en a quelques-uns qui brûlent, ça ne veut pas dire que tous les noyaux vont brûler. Alors que Natnan Bechotalot, lorsque tu vas les mettre dans un panier, ils sont tous ensemble, même si une partie seulement brûle, eh bien, l'homme et Vradan, puisqu'ils ne sont pas éparpillés, ils vont s'allumer l'un de l'autre. Donc d'après Rafrizda, ça devrait être le contraire. C'est-à-dire, lorsqu'ils sont rattachés, là on n'a pas besoin du rov, puisque même s'il y a quelques-uns qui brûlent, ils vont allumer tous les autres. Lorsqu'ils sont détachés, éparpillés, là, il faut qu'il y ait la majorité qui est prise. Itman Amel Agma nous rapporte, nous avons aussi une memra, d'après notre version de la Gemara, c'est comme Ravuna, et nous tournons la page. Amar Ravkana dit comme Ravuna, que Kanim, donc les roseaux chez Agdam qui ont été attachés ensemble, Trichim Rov. Il faut donc que la majorité brûle avant Shabbat pour les laisser pendant Shabbat. Lo Agdan, lorsqu'ils n'ont pas été attachés, on n'a pas besoin d'une majorité, même s'il y en a quelques-uns, c'est suffisant, on peut laisser, étant donné qu'ils ne sont pas ensemble, donc le feu peut pénétrer. C'est ce que nous avait dit Ravuna. Garinim, Tzrichim Rov, de même pour les noyaux. Lorsqu'ils sont éparpillés, il faut qu'il y ait une majorité. Netanam Bechotalot, en Tzrichim Rov. Lorsqu'ils ont été mis Bechotalot dans un panier, là on n'a pas besoin de Rov, et la Rashi nous dit comme Rafrizda. C'est-à-dire que cette Itmar Damé, c'est-à-dire cette preuve, et Rav Kahana nous rapporte que Kanim, effectivement comme Ravuna, mais les Garinim comme Rafriza. Il y a plusieurs versions dans la Gemara, mais nous gardons donc la version de Rashi. Concernant les Kanim, la Gemara apporte une preuve comme Ravuna, et concernant les Chotalot, les Garinim, c'est-à-dire les pépins les noyaux de date, la Gemara nous rapporte une preuve comme Rafriza. L'Agma a continué, nous dit Tané Rav Yosef, nous avons une braïta, Rav Yosef a enseigné Arba Medorot en Trimro. Il y a 4 Medorot, parce que je vais préparer 4 sortes de feux à base de ces 4 choses que l'Agma va nous dire. Nous n'avons pas besoin de Rov, puisque normalement, ils brûlent suffisamment, donc même si je les ai simplement allumés avant Shabbat, je peux les laisser pendant Shabbat. Par exemple, chez le Zephet, 2 Zephet, sorte de résine, de gomme, de sève, de goudron, des fois on traduit. Véchel gofri de soufre, véchel gvina, même de fromage. Le fromage brûle bien. Aussi une lagma, véchel revav ou de graisse. Toutes sortes de graisses, de chouman, de cire. Nous n'avons pas besoin que le feu ait pris dans sa majorité. Bematnita Tana, nous avons une braïta qui nous dit Afshel kash, véchel gvava. De même pour la paille, véchel gvava, ce sont les derniers épis qui sont restés sur le champ.
Là aussi, nous pouvons les allumer avant Shabbat, même s'ils n'ont pas brûlé, même si le feu n'a pas pris dans sa majorité. Amar Rabbi Yochanan dit Yetzim shel Babel en tzrichim rov. Les bois de Babel, Babylone, n'ont pas besoin de rov. Ils brûlent bien aussi. Matkiv Rav Yosef Maïhi. Yosef pose la question de quel bois il s'agit. Il est ma silita. Si c'est silta, c'est-à-dire une fois que on a coupé, dire en Babel, l'habitude était de prendre de gros troncs, ensuite de couper en petits bois. Là, nous dit la Gemara, Ashta petilasi, déjà une simple mèche. Amar oula diamadik tzadshedalek beror. Que lorsque tu vas allumer cette mèche, il faut que tu allumes la majorité de la mèche, hayotse qui sort donc de l'huile par exemple, silta, mevayen, est-ce qu'on a besoin de le dire pour silta, qu'il faut aussi qu'il y ait rov, qu'il y ait au moins la majorité, c'est-à-dire que le feu est bien pris, donc certainement que ce qu'a dit Rabbi Yochanan, le bois de Babel, même si je n'ai pas allumé, même s'il n'y a pas la majorité du bois qui brûle, je peux le laisser pendant Shabbat, il ne s'agit pas de silta. Et là, Rav Yosef, que signifie Etzim Shel Babel, Shukha de Arza, c'est-à-dire un tronc d'arbre, et Ramé Baraba Amar, Zaza, que traduit Rashi par de la mousse. Donc Shukha de Arza, c'est effectivement le tronc de Arza, du cèdre, de Arza c'est le cèdre, et c'est cette laine qui est ces petites lignes qui sont entre le tronc et l'écorce du bois, qui vont permettre au feu de bien prendre, même si la bûche n'a pas brûlé dans sa majorité. Et d'après Ramé Baraba, il s'agit de la mousse aussi brûle bien, même si il n'y a qu'un tout petit peu qui a commencé à brûler, je peux le laisser pendant Shabbat. Hadran ala chitziot Shabbat, nous terminons le premier Pérec, nous commençons Bezrat Hashem, le deuxième Pérec. Bamen Madlikim, ça c'est le Pérec que nous lisons tous les vendredis soirs. C'est un Pérec qui va nous parler essentiellement de la Adlakat Nerot de Shabbat. Nous verrons aussi tous les dinim de Chanukah. Il y a 3-4 dapim, toute la Sugia de Chanukah. Nous aurons droit aussi à beaucoup de Haggadot vers la fin du Pérec. La Mishnah nous dit Bamen Madlikim. Avec quoi nous pouvons allumer les bougies de Shabbat, les bougies de Shabbat ou Bamen Madlikim? Avec quoi on ne peut pas allumer? Comme nous le voyons, nous ne pouvons pas allumer les veilleuses de Shabbat avec n'importe quelle mèche ou n'importe quelle huile, comme la Mishnah va l'expliquer. Tout d'abord, la Mishnah va nous parler des mèches. En madlikim lo be'lechesh. On n'allume pas avec le lechesh. Le lechesh, donc, c'est cette laine, cette sorte de laine, ces fils qui se trouvent entre l'écorce du cèdre et le tronc lui-même. Velo bechosen. On ne peut pas allumer avec chosen. C'est du lin qui n'a pas été peigné, comme la Gemara va nous l'expliquer. Velo bechalach, chalach c'est le reste, psolet shel meshi de soie. Velo beptilat aidan, ni avec ptilat amidba aidan, c'est-à-dire, la Gemara va expliquer que c'est aussi cette laine qui se trouve entre l'écorce et le tronc du sol pleureur. Velo beptilat amidba, bon pas non plus allumé avec des orties. Velo birokash al penamaim, ou avec ces sortes d'algues qui se colle sur le bateau, c'est-à-dire cette mousse verte qui se trouve sur le bateau. On ne pourra pas allumer avec de telles mèches, puisque comme nous allons le voir, ces mèches, le feu ne va pas brûler dans la mèche, mais il va contourner la mèche, et donc la flamme ne va pas suffisamment bien brûler pendant Shabbat. Il y a plusieurs explications dans les Rishonim, quel va être le problème si ça ne brûle pas bien. D'après certains, c'est que chez Magaté, peut-être qu'il va pencher la veilleuse pour que la flamme, pour ramener l'huile vers la mèche, pour qu'il y ait une plus belle flamme, ce qui est interdit pendant Shabbat. Ou encore, peut-être que la lumière, la veilleuse va s'éteindre et on doit, Mishum Onek Shabbat, avoir des veilleuses le vendredi soir. On va manger à la lueur d'une veilleuse de la lumière. Et donc c'est pour cela que les Chachamim ont interdit d'allumer les bougies de Shabbat avec de telles mèches. Et là nous continuons avec les huiles, ou ce qui va servir d'huile. Velo bezefet, on ne pourra pas allumer avec de la résine. Velo beshava, ni avec de la cire. On expliquera de la cire lorsqu'elle est fondue comme de l'huile. Parce que nous avons une bougie de cire, ça ce n'est pas ce que la Mishnah veut nous exclure. Velo beshemen kik, nous ne pouvons pas allumer aussi avec de l'huile de coton. Velo beshemen serefa, ni avec de l'huile serefa qui est destinée à être brûlée, c'est de l'huile de terouma qui est impure, que normalement nous devons brûler. Velo be'alia, ni avec les graisses de la queue, graisse permise de shuman. Velo bechelev,
ni avec des graisses interdites de la bête. Donc toutes ces huiles ne vont pas aussi donner une belle lumière. On peut allumer avec du chelev, avec de la graisse mevouchal qui a été cuite. Les Chachamim disent que le chelev, la graisse, soit mevouchal, dire cuite ou pas, on ne pourra pas allumer. A priori, Chachamim reprend ce que Tanakama nous a dit, velo bechelev. La Gemara expliquera la différence entre Tanakama et les Chachamim. Donc la Gemara va d'abord nous expliquer quels sont tous ces lechesh, chosen, chalak que nous avons vus dans la Mishnah. Lechesh, la Gemara nous dit shucha de arza, dire c'est cette laine qui se trouve entre le tronc et l'écorce du bois de cèdre. Shuka de arza, la Gemara demande mais etz be'almao, c'est-à-dire au départ la Gemara pensait que c'était le tronc du cèdre lui-même. La Gemara pose la question, le tronc de cèdre c'est etz be'alma, c'est-à-dire ce n'est pas une mèche, c'est un morceau de bois. Ceci peut servir à une medoura, peut-être à un grand feu, un feu de camp, mais non pas à une mèche. La Gemara répond, Amar nita de idbe. Amar nita, c'est-à-dire la laine qu'il y a entre l'écorce et le tronc. Velo bechosen, que signifie chosen? Amar abiset neoret shel pishtan, c'est-à-dire les petits fils de lin. La Gemara dit Amar le abaye vaktiv, et pourtant c'est marqué dans le passage. Vaya echason lin oret. Donc le chason va être une néorette. Donc on voit que chasson, ce n'est pas néorette. Néorette, si on traduit par les petits fils de là, le chasson va être comme la néorette. Donc il y a chasson et il y a néorette. Alors la Gemara va expliquer, la Marabaye, kitna de dayek velonafit. Ce que signifie chasson? C'est du pishtan, donc du lin des dayek qui a été écrasé, mais qui n'a pas été peigné. Donc cela, on ne pourra pas en faire, l'utiliser comme mèche pendant Shabbat. Néorette chez le pishtan, c'est les petits fils de lin, c'est-à-dire ce qu'on va rattraper, de récupérer de cela. Et donc Rachid nous explique que signifie le pasouk Vaya ha echason linoret, c'est-à-dire que même le chasson, c'est-à-dire le pishtan, c'est-à-dire le lin qui est fort, deviendra linoret, c'est-à-dire très faible. Ce que le pasouk veut nous dire, c'est que le fort deviendra faible. C'est-à-dire qu'il y a plusieurs qualités dans le lin, donc même la bonne qualité de lin deviendra comme la mauvaise qualité de lin. Velo bechalach, chalach que signifie Amar, Shmuel a dit Shaltin l'ukon echutei yama, je pose la question à tous les marins. Ve'amre, et ils ont tous dit kulcha shemek. Vous dites c'est pas chalach mais c'est kulcha. Ravitzrak Barzira Amar gush kere. Que signifie chalach? C'est gush kere. Rachid nous dit c'est la pessolette, puisque Gush Kireh nous explique Rashi, c'est tout ce qui est les résidus de soie. Et l'Agma nous raconte que Rabbi Abaye avait yatfe Kamed Ravana était assis devant Ravana. Nechemia, qui était Achwa de Resh Galuta, le frère de Resh Galuta. Chazid avait la viche metarsa. Ils ont vu qu'il était habillé d'un habit metarsa qui était fait à base de ce chalach, c'est-à-dire ce résidu de soie. C'est ce chalach qui est marqué dans la Mishnah. Marley, il lui a dit, pourtant Anan, Shira Paranda, Karinale. Nous, on l'appelle Shira Paranda. On n'appelle pas ça chalach. La Gemara va poser la question, et pourtant, métivé, nous avons une braïta. Ou dans la braïta, c'est marqué Ashiraim. Shiraim, nous dit Rashi, c'est un manteau qui est fait de la soie elle-même. Vakalach, c'est un habit qui est fait de ces premiers résidus de soie. Vasirkin, ça c'est peut-être une troisième qualité de soie, vraiment les tout petits fils. Chayavim betitit, nous avons l'obligation de mettre des tzitzit. C'est-à-dire, Rachid nous explique, pour exclure celui qui pense que les tzitzit c'est seulement sur un habit de lin ou de laine, le Tana veut nous dire, même si c'est sur un habit de soie, on doit aussi mettre des tzitzit. Donc la Gemara nous dit, puisque c'est marqué Ashiraim Vakalach, donc je vois que Shiraim, ce n'est pas Kalach. Donc comment Abaye a pu dire Ana Shira Paranda? Shira, c'est la même chose que Shiraim. Donc il a dit, nous on l'appelle Shira Paranda le Kalach. Mais tu vois de la Braïta qu'il y a Shira Paranda et il y a Kalach. Ce sont deux choses différentes, deux qualités de soie. La Gemara nous dit, Tiyufta, c'est une question. La Gemara répond, je peux quand même te répondre que Shira Lechud et Shira Paranda Lechud. Il y a deux choses, il y a Shira tout seul, il y a Shira Paranda.
Donc, ce qui est appelé Shira Paranda, c'est effectivement le Kalar. Et Shira tout seul, ce n'est pas le Kalar. C'est une autre qualité. C'est-à-dire, c'est les premiers fils de soie, alors que Kalar, ce sont la pessolette, les résidus de ces fils de soie. Velo Beftila Taïda, nous avons vu dans la Mishnah qu'on ne peut pas allumer, on ne peut pas se servir de mèche, de Ptila Taïdan. Que signifie Pladna Achavina, c'est-à-dire, nous dit Rachid, la Arava. Il y a du bois, du sol pleureur, et là nous dit aussi Rashi, il y a une sorte de laine entre l'écorce et le bois. L'Agma nous dit Rabin va Abaye, Rabin Abaye avec Azde Bepakta de Tamurita. Il marchait dans la vallée de Tamurita. Chazinu la anu arbata. Ils ont vu ces arvata, une version, c'est-à-dire ces sols pleureurs. Amarle Ravin la Abaye, Ravin a dit Abaye, Ainu Idan Ditnan. Ça c'est ce qui est marqué dans la Mishnah, B'tilat Idan. Ce Idan, ce sont ces arbres. C'est sol pleureur. Amarlé, il lui a dit Aïetz Baalmaou. Mais ça, c'est du bois. Le sol pleureur, c'est du bois. On ne peut pas faire de mèche à base de bois. Kalaf, il a épluché, il a enlevé un morceau de l'écorce du bois. Varvele Amarnita de Benebene, il lui a montré cette laine, dire ces fils qui se trouvaient entre l'écorce et le bois et le tronc. Il lui dit c'est avec ça qu'on aurait pu faire une mèche et que le Tana d'Amishna vient nous dire nous ne pouvons pas. Velo b'ptilat hamidbar, nous ne pouvons pas allumer avec ptilat hamidbar. Rachid, c'est la Gemara nous dit shabra, c'est-à-dire, dit Rachid, c'est les orties. Rachid lui dit en français, kurunoto orti. Velo biroka shalpnamai. Que signifie biroka shalpnamai? Même la Gemara nous dit maï, il est maouch meta de charitze. Si c'est ouch meta de charitze, c'est-à-dire, nous dit Rachid, ces plantes, cette matière verte que nous trouvons, si c'est vraiment des algues, il dit aussi peut-être des algues, mais c'est, nous dit Rachid, lorsqu'il y a de l'eau qui est rassemblée, qui stagne, il y a toujours de la mousse, une sorte de mousse verte. Donc si c'est cette mousse verte, nous dit la Gemara, au contraire, il faut ça c'est impossible de faire une mèche, elle va complètement se détacher. Et la marafapa uchmeta de harve, c'est cette mousse verte qui se trouve tout autour des bateaux. C'est pas vraiment des algues, trouve autour des bateaux. On aurait pu faire une mèche de cette mousse, de ce verre, et la Mishnah vient nous dire on ne pourra pas. Tana, nous avons une braïta qui dit, cette braïta a rajouté sur la Mishnah aussi poilem shel tsemer, qu'on ne peut pas allumer avec une mèche de laine, veshel seah, ou avec une mèche de poil d'une bête, ou d'un cheveu aussi. Et Tana Dida, l'Agma nous dit alors pourquoi le Tana n'a pas rapporté Tsemer Vesear. L'Agma nous dit le Tana n'avait même pas besoin de parler de la laine et du cheveu des poils. Pourquoi? Puisque Tsemer Michvetskavitz, le Tsemer de la laine, lorsqu'on va l'allumer, elle va complètement se retrécir. Ça ne peut même pas servir de mèche. Sear, il va brûler et il n'y a aucune flamme qui va sortir de ses poils ou de ses cheveux. Et donc le Tana n'avait même pas besoin de dire on aurait pu faire une mèche de laine et que le Tana donc viendrait nous l'interdire. C'est pour cela que le Tana n'a pas eu besoin de le préciser. Nous allons commencer avec Bezefet, juste le dernier point. Bezefet, c'est le premier des cas de shemen, c'est-à-dire qui va se servir comme huile, substitut d'huile, de combustible, avec lesquels nous ne pouvons pas allumer. Donc l'eau zefet, l'agma dit que signifie zefet, c'est zifta, c'est-à-dire la résine. Sha'ava, qui est marqué dans la Mishnah, c'est kiruta, c'est la cire. Tana, nous avons une braïta qui nous dit Atkan, jusqu'à zefet, pesoul, petilot. Le Tana a voulu nous enseigner les ptilotes, les mèches que nous ne pouvons pas utiliser pour Shabbat, puisque la flamme ne va pas bien brûler. Mikan va là à partir de zefet psoul shmanim. Il s'agit des psoulim de shmanim, d'huile, de combustible. Pshita nous dit la Gemara, c'est sûr que le zefet, on n'en fait pas des mèches, on en fait peut-être l'huile du combustible. La Gemara dit sha'ava itzrecheli. Nous avons besoin de préciser que maintenant nous parlons non plus des mèches, mais de l'huile, à cause du sha'ava de la cire. Maod et Tema, j'aurais pu croire les ptilot na melochazi, que peut-être on ne peut pas utiliser la sha'ava comme ptila. Et là nous dit Rashi, c'est-à-dire lorsqu'on va faire une bougie, comme nous avons l'habitude, on va mettre une mèche et tout autour de la cire. Donc j'aurais pu croire que ça aussi on ne peut pas l'utiliser. Kamash malan, donc là, le Tana vient nous dire,
ce que nous avons interdit la shahava, c'est lorsque la shahava va prendre la place de l'huile. Lorsque nous avons une belle bougie, dans ce cas-là, on peut l'utiliser, on peut allumer les veilleuses de Shabbat à partir d'une bougie de cire. Il y a une autre explication des Bnei Narbona que nous rapporte Tosfot, qui explique la Gemara différemment et qui vont interdire une bougie de cire pour Shabbat. Amar Rameh Baravin va nous dire Atarna, ce que nous verrons par la suite, Iteran, Iteran ou Baneft. Atarna, c'est Pesulta des Zifta. Tarna, c'est une psolette, c'est-à-dire les résidus de Zifta, de la résine. Sha'ava, lorsqu'on parle de Sha'ava de cire, c'est Pesulta de Duvsha, c'est les résidus du miel. La Gemara nous dit les Maï Nafkamina, donc terminons juste une dernière ligne d'Afrafalef. Les Maï Nafkamina de la Gemara, pourquoi? Qu'est-ce que Rameh Baravin a voulu nous enseigner? La Gemara nous dit les Mekar ou Mimkar. Dire pour toute transaction, c'est-à-dire, nous dit Rashi, lorsque quelqu'un a dit je vais te vendre de la shava, de la cire, eh bien il doit lui donner les psolettes du miel, c'est-à-dire les résidus du miel. C'est ce qui est appelé de la cire. Donc c'est ce que Rameh Baravin a voulu préciser pour qu'on sache que signifie exactement la shava. Donc nous allons nous arrêter ici, on prendra demain Bezrat Hashem la suite et nous commencerons dès la fin du Hamoud les dynim de Hanouka.